Le suspense a été inexistant hier soir en Pays de la Loire. Dès 20h, on savait que le match était plié, tant l'avance de Christelle Morançais dans les premières estimations était importante. Pas de suspense donc, mais de l'émotion chez les vainqueurs et les vaincus. Retour sur cette soirée de second tour avec Vincent Rénal et Stéphane Herel. En cette fin d'après-midi, les cieux sont encore propices. La semaine agitée de cette fin de campagne est derrière elle. C'est une présidente sortante avec un moral d'acier qui se présente à l'hôtel de région. J'ai le sourire, je suis sereine et je vais attendre tranquillement les résultats dans mon bureau. La politique est friande de symboles. C'est dans un café décoré années 50 et plutôt branchouille que Mathieu Orphelin a donné rendez-vous à ses militants. Un troquet porte-bonheur. C'est ici que Johanna Roland, maire de Nantes, a fêté son élection en 2014. Mais à 20h, les premières estimations douchent tout espoir des militants. Christelle Morançais est largement en tête avec plus de 46% des voix. Et celui qui l'a poussé sur le devant de la scène est aux anges. Je suis fier parce que Christelle, ce soir, a gagné. C'est une sacrée victoire, c'est une très très belle victoire. Elle a gagné sur son nom. Elle a gagné avec son équipe, elle a gagné avec son projet. Ça signifie quand même que le choix de 2017 n'était pas si mauvais que ça. Cette campagne fut difficile. J'étais face à une gauche rassemblée, une gauche dure, une gauche de la décroissance qui a aussi perdu sa boussole. Une gauche un peu désorientée certes, mais qui rappelle quand même que le meilleur cap à tenir en urgence reste celui de l'écologie. J'espère qu'elle sera une présidente ouverte à l'égard de sa nouvelle opposition, car je suis persuadé que le contexte actuel nécessite de regarder différemment certains choix de société et d'agir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Avec 8,2% des voix, le grand perdant de la soirée, c'est lui. Cantonné au rôle de membre de l'opposition désormais, François de Rugy disserte sur la légitimité en politique. J'aimerais que les partis traditionnels, les Républicains à droite, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise à gauche, fassent preuve d'un peu de modestie par rapport à l'ampleur de l'abstention. On ne peut pas ignorer cette abstention énorme qui est aussi forte quasiment au deuxième tour qu'au premier. Défait ou victorieux, mais tous concernés par ce vaste chantier qui attend désormais l'ensemble de la classe politique. 7 Ligériens sur 10 ne se sont pas rendus aux urnes pour ce second tour. Des résultats et un second tour d'élection que nous allons commenter à présent avec Arnaud Leclerc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes et vous nous avez accompagnés sur toutes ces élections. Et avec vous, Christine, bonjour. Bonjour. On se retrouve donc pour commenter, bien sûr, je vais y arriver ce midi, les résultats de ce second tour. Et on va commencer par ce dont parlait à l'instant Vincent Rénal, c'est l'abstention, toujours aussi élevée. Oui, l'abstention avec un chiffre record, 68,3% dans notre région des Pays de la Loire. C'est un tout petit point de moins qu'au premier tour. Arnaud Leclerc, est-ce qu'on peut faire un profil des abstentionnistes dans notre région ? C'est compliqué. À ce niveau-là, ça concerne absolument tout le monde. Certes, toutes les classes sociales, toutes les catégories d'âge sont concernées. C'est vrai que c'est beaucoup plus fort chez les plus jeunes, les moins de 35 ans. Mais en réalité, toutes les personnes qui ont moins de 70 ans se sont majoritairement abstenues. On sait que les femmes se sont plus abstenues que les hommes, 72% d'abstention chez les femmes, 65% chez les hommes. Comment ça s'explique ? Lorsque la politique s'exprime sous des enjeux très partisans et politiciens, il y a toujours un différentiel important entre hommes et femmes. La politique sous la forme très partisane s'intéresse plus les hommes que les femmes. La politique sous la forme de l'impact dans la société et des choses plus concrètes s'intéresse plus les femmes que les hommes. Et donc là, comme c'était un enjeu qui était très, très intrapartisan, il y a plus de mise à distance chez les femmes. Est-ce que ça pose un problème de légitimité des élus ? Oui, bien sûr, et évidemment. Encore une fois, pas de légalité, ils sont élus, il n'y a pas de question sur ce terrain-là. En revanche, quand ils vont agir, lorsqu'il y aura un niveau de résistance, un désaccord de la part de la population, là, ils prendront un peu comme un boomerang le fait qu'ils soient ainsi sur une base extrêmement étroite.
On va s'intéresser à présent au départemental et on va commencer avec la Loire-Atlantique, Christine, qui reste à gauche, le seul département encore à gauche. Oui, la Loire-Atlantique qui a conforté sa majorité hier soir en remportant 2 cantons supplémentaires, Ancenis et Guérande, la gauche qui détient 18 cantons. Arnaud Leclerc, c'est un scénario qu'on n'avait pas vraiment écrit à l'avance, celui-là. On pensait que le département pouvait basculer, qu'en tous les cas, ce serait extrêmement chaud et tendu entre les deux. Oui, parce qu'il n'y avait qu'un canton d'écart en 2015. Hein. Exactement. Et puis toutes les circonstances qui le permettaient, quand même, globalement, une gauche qui décline. Le PS décline dans la région et dans ce département, malgré tout, pris globalement. Et puis un changement de président. Donc c'était toutes les conditions réunies. Le fait est, en réalité, la prime au sortant a été très forte partout. Toutes les majorités sont sorties renforcées, y compris celle du Parti socialiste en Loire-Atlantique. En revanche, dans les 4 autres départements, on l'a dit dans les titres, pas de changement, ça reste à droite ou au centre. Oui, mais là aussi, ça reste du même côté, mais il y a un renforcement des majorités, au point qu'en Vendée, il n'existe plus d'opposition. Donc c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Effectivement, un hémicycle qui sera complètement bleu, complètement à droite, ce qui est quasi unique en France, probablement. Oui, et on va voir ce que ça va donner, mais c'est quelque chose d'assez singulier au regard de ce qu'est la diversité de la population dans un département. On va y revenir effectivement au cours de ce journal. Il est midi, merci à vous si vous nous rejoignez à présent pour la suite de notre 12-13, dans laquelle nous allons bien sûr largement revenir sur le second tour des élections. Et on commence avec cette image. Christelle Morançais applaudit au Conseil régional des Pays de la Loire après l'annonce de sa victoire hier soir, peu après 20h. Première élection régionale sur son nom et victoire donc sans appel, avec près de 12 points d'avance pour la présidente sortante. La liste écologiste et de gauche menée par Mathieu Orphelin recueille 34,9% des voix. Et relégué très loin derrière, Hervé Juvin pour le Rassemblement national et François de Rugy, La République en marche. Ils ne compteront qu'une poignée d'élus à l'Assemblée régionale. Celle qui rafle donc la mise, c'est Christelle Morançais. Retour sur sa soirée d'élection avec Jérémy Armand et Gwenaëlle Amont. La victoire en marchant. Christelle Morançais rejoint ses militants sur la UP Place Gralin, au cœur de Nantes. Sa réélection connue depuis maintenant 2 heures, une douce euphorie s'empare de la droite ligérienne. Quelques gorgées de houblon aidant, la présidente savoure l'instant. J'ai du mal à réaliser très clairement parce que ça va extrêmement vite. Ça a été dense, ça a été une campagne aussi difficile. Et là ce soir, c'est de me retrouver avec tout le monde. Heureuse, mais c'est vrai que j'ai du mal à réaliser. Au nom de tous les chasseurs vendéens, j'ai l'honneur de vous offrir l'emblème de la Vendée. La Vendée de Bruno Retailleau jamais loin, tout comme les soutiens de la première heure, à commencer par son mari, encore marqué par la dureté de la campagne. Il y a un peu une justice quelque part aussi, parce que franchement, de s'être tapé tous ces kilomètres et tout, et puis avoir été attaqué de la manière dont elle a attaqué, été attaqué un peu malproprement. Bon voilà, quelque part, on est assez content que ça soit terminé de cette manière. Bonjour mesdames. Lorsqu'elle se présente à l'hôtel de région en fin d'après-midi, Christelle Morançais se sait scrutée. On l'a dit menacée par une bascule à gauche. Dans la dernière ligne droite, la Sartoise s'en remet aux vertus du sport. C'est de l'endurance. C'est sur la durée qu'on voit les résultats. Vous savez, je suis du Mans, donc les 24 heures du Mans, c'est une course d'endurance, donc je suis habituée à l'endurance. 20h, la course prend fin. Christelle Morançais vient de signer la plus belle victoire de sa jeune carrière politique. Autre son de cloche, évidemment, dans le camp adverse, c'était hier soir la douche froide, donnée gagnant par plusieurs instituts de sondage. L'écologiste Mathieu Orphelin, lui, n'imaginait pas une défaite aussi cuisante. 34,8% des voix pour sa liste fusionnée avec celle du socialiste Guillaume Garot. Hier soir, impossible pour lui de cacher sa déception et son émotion à ses militants. C'est un reportage de Céline Dupérat et de Cyril Dudon. Il s'y voyait déjà, la défaite n'en a été que plus sévère. 12 points d'écart au final, ce score-là, personne ne l'avait vu venir. Vous comprendrez ma déception ce soir. Cette campagne a été longue, parfois difficile, mais toujours enthousiasmante. D'autres combats viendront très vite, car la situation exige que nous restions mobilisés pour transformer notre société et répondre aux enjeux écologiques, en particulier face au dérèglement climatique qui devient hors de contrôle partout.
C'est le début d'un chemin. Nous avons semé des graines pour l'avenir. Il y a des rendez-vous décisifs qui nous attendent, l'année prochaine en particulier. Moi, je veux dire ce soir que la gauche et l'écologie devront être présentes à ces rendez-vous pour recréer l'espoir qui est tant attendu aujourd'hui dans notre pays. Les militants n'ont pas eu à attendre 20 heures. Les premières estimations sont mauvaises. Derrière les masques, les sourires se crispent vite. À gauche, malgré un report des voix quasi mathématiques, l'union n'a pas suffi. Il faut continuer à construire la dynamique qu'on a construite pour les régionales, pour les élections à venir. Je pense qu'on est plus sur une grève civile des abstentionnistes. C'est qu'à un moment donné, les gens nous envoient comme message que là, actuellement, ça ne leur convient pas, les choses telles qu'elles se passent en politique. Et donc le meilleur moyen qu'ils ont pour nous le dire, c'est cette abstention, qui ne nous sert pas. Alors forcément on est déçus, parce que la politique de Mme Morancet jusqu'à présent n'a pas donné les signes de pouvoir aller dans cette direction de la transformation écologique et de prendre en compte les enjeux du climat qui ne sont pas demain, qui sont là, aujourd'hui. Forcément, personne n'avait le cœur à s'attarder au comptoir. Le houblon n'a pas coulé à flot. Il avait de toute façon un goût bien plus amer que d'habitude. Et on va voir à présent à quoi va ressembler notre futur conseil régional avec la répartition en sièges selon les forces politiques. Sans surprise, vous le voyez, le bleu clair domine très largement. La majorité sortante gagne même 3 sièges. Arnaud Leclerc, la règle électorale donne une prime très forte à la liste arrivée en tête. C'est pourquoi on a ce tel écart entre 57 sièges pour la droite et 24 pour la gauche. C'est la même règle que pour les municipales. Une fois qu'on a gagné 50% des sièges, on a quasiment 75%, 50% des voix, 75% des sièges, parce qu'on a une prime majoritaire très importante. Ça assure le fait qu'il y ait une majorité effective. Et qui, forcément, pourra facilement gouverner, puisqu'elle n'aura qu'une opposition très faible. Oui, c'est toujours comme ça. En fait, il faut se rappeler que cette règle elle a été introduite en 1998, lorsque, à cause de la proportionnelle, il y avait un éclatement du paysage. On va revenir quand même sur la victoire de Christelle Morancet, qui n'avait pas été pronostiquée dans cette ampleur-là. Une victoire sans appel, qui a d'ailleurs surpris, on peut le dire, jusque dans ses propres rangs. C'est juste la prime au sortant, ou est-ce qu'il y a eu aussi des erreurs dans le camp d'en face ? Alors d'abord, électoralement, il faut dire, elle a beaucoup progressé entre les deux tours, quasiment 113 000 voix, et ça vient d'un peu partout. Ça vient de l'abstention, donc à peu près 25 000 voix qui sauvent du VRL, mais aussi de reports qui viennent d'En Marche, d'électeurs du Rassemblement national, et de ce qu'était Debout la France au premier tour. Donc en fait, il y a des très bons reports qui viennent de partout, qui fait qu'elle fait une énorme différence, 115 000 voix, alors que la gauche ne bouge quasiment pas d'un tour à l'autre. Il faut dire électoralement, c'est d'abord ça. Sur le nombre de voix, vraiment. Donc ça, c'est déjà la première chose. Et c'est souvent l'abstention qui fait la différence, là, à nouveau, c'est plus du tiers. Géographiquement, c'est en Loire-Atlantique qu'elle a le plus progressé. Et dans les autres départements, elle progresse, mais c'est vraiment en Loire-Atlantique que plus du tiers de sa progression s'opère. Donc voilà, alors, c'est moins les fautes des autres. Chacun joue dans son camp, d'une certaine manière. Et son camp, il faut être capable de pouvoir le rassembler complètement, c'est-à-dire convaincre ceux qui ont plutôt envie de rester à la maison de venir, alors que, normalement, ils sont plutôt républicains ou ils sont plutôt écologistes ou socialistes. C'est ça, le principal enjeu d'une élection. C'est-à-dire convaincre les abstentionnistes. Exactement. C'est toujours le plus dur. On a parlé de la défaite de Mathieu Orphelin. L'autre grand perdant de ces élections, c'est le Nantais François de Rugy, candidat de La République En Marche, qui totalise 8,2% des voix, 4 points de moins qu'au premier tour. Celui qui a été adjoint au maire de Nantes et qui est toujours député de la Loire-Atlantique n'a même pas mobilisé son propre électorat dans son département. On écoute sa réaction hier soir sur notre antenne. Avec les élus de la majorité présidentielle, nous agirons au Conseil régional, comme je l'avais dit avant le deuxième tour, pour défendre les idées progressistes que j'ai présentées dans cette campagne pour la région des Pays de la Loire, et puis, bien sûr, dans un esprit constructif. Et j'espère d'ailleurs que Mme Morancet, lorsqu'elle sera réélue présidente de la région, sera plutôt dans un esprit de dialogue qu'un esprit d'affrontement, comme nous l'avons vu entre les deux tours. Autre perdant, le Rassemblement national qui totalise 10,48% des voix, c'est 2 fois moins qu'en 2015. Le Rassemblement national qui aura 7 conseillers au lieu de 13 en 2015. Hervé Juvin, néanmoins, veut être un opposant constructif. On l'écoute. Que nous avions un programme constructif avec des propositions concrètes, détaillées dans tous les domaines. J'ai évoqué le capital de départ des jeunes, j'ai évoqué le fait que je souhaitais qu'un habitant sur 2 des Pays de la Loire devienne directement associé d'une entreprise. J'ai évoqué aussi des projets très précis en matière de sécurité,
pas seulement dans les transports ou à la sortie des lycées et des collèges, mais aussi dans toutes nos communes rurales, gagnées par une insécurité croissante. J'évoquais la suppression des associations qui aident l'immigration sauvage. Bref, nous avons des propositions concrètes. Sur ces points-là. Nous serons très vigilants sur tous ces points-là parce qu'ils touchent la vie quotidienne des habitants des Pays de la Loire. François de Rugy, Hervé Juvin, 2 perdants. Arnaud Leclerc, pour la majorité présidentielle, c'est la défaite d'un parti ou d'un homme, François de Rugy ? C'est la défaite des deux, cumulée. C'est évidemment, La République En Marche prend une claque, mais nationalement. Son ancrage local est faible, mais il y a à la tête quelqu'un dont l'image était clivée, contestée, et qui, hier soir, a perdu à nouveau 30 000 voix. C'était le candidat le plus connu de tous les candidats, en fait, sur cette élection. Le plus connu ne signifie pas que l'image est positive. L'image peut être très brouillée, très clivée, en partie négative, en partie positive. Et encore une fois, hier, en maintenant sa candidature, il a perdu à nouveau 30 000 voix. Il rétrograde d'une manière très forte. Et c'est son avenir politique qui est en jeu ? En tous les cas, bien sûr, c'est une vraie question pour l'avenir. Dans un peu plus de 10 mois, on sera dans une législative. S'il devait se représenter, le capital qu'il y a derrière lui a fondu. Au Rassemblement national, on avait choisi Hervé Juvin, un proche de Marine Le Pen. Il est député européen. Ça n'a pas mobilisé son électorat, en tout cas. Non, ça c'est sûr. Là aussi, un contexte national, puisque reflux du Rassemblement national partout. Mais en Pays de la Loire, où ce parti commençait à s'ancrer, le reflux est spectaculaire. On a dit tout à l'heure 280 000 voix il y a 5 ans. Et puis là, 80 000 voix, c'est complètement spectaculaire comme reflux. En parallèle de ces régionales, il y avait aussi les élections départementales. Et dans notre région, il y a un département que l'on a suivi de près, c'est la Loire-Atlantique. C'était le seul où une bascule semblait possible. Eh bien non, la gauche aux manettes depuis 2004 sort même renforcée avec 2 cantons supplémentaires. Elle en détient donc désormais avec les écologistes 18 sur 31, avec la bascule à gauche de Guérande et d'Ancenis, canton historiquement à droite. Le futur président, ce sera Michel Ménard. L'ex-député socialiste va succéder à Philippe Grosvalet, qui ne se représentait pas. Ce sera jeudi prochain. On l'écoute. J'ai animé l'équipe Loire-Atlantique à gauche pendant ces 6 ans en tant que président du groupe. J'étais en contact permanent avec Philippe Grosvalet. Et donc je vais évidemment mettre en œuvre nos propositions que nous avons soumises aux électeurs. Et évidemment, comme c'est toujours le cas au département, l'opposition, la minorité aura le droit de citer, puisque ce sont des élus légitimes sur leur territoire également. En Maine-et-Loire, la droite reste aux manettes. Elle rafle même 2 nouveaux cantons. Au premier tour, le Maine-et-Loire avait créé la surprise en éliminant le président sortant, Christian Gillet. Il l'a créé aussi à l'issue du second tour. Éric Aubron, on vous retrouve devant le conseil départemental en propulsant une femme à la tête du département. Ça sera une première dans la région, Éric. Et effectivement, et même si on ne s'attendait pas à de grands bouleversements en Maine-et-Loire, la droite est finalement sortie renforcée de ces élections en remportant 4 sièges supplémentaires. À l'issue de ce second tour, la gauche perd donc 2 cantons à Angers et n'en conserve que 4 sur les 21 que compte l'échiquier départemental. Il faut dire que le maire d'Angers, Christophe Béchu, a pesé de tout son poids dans cette campagne pour placer 5 élus de son équipe municipale dans les cantons angevins. Christian Gillet, le président sortant d'hiver droite de l'Assemblée départementale, en a fait les frais, éliminé dès le premier tour. À 74 ans, il n'avait pas de dauphin désigné. Et pour lui succéder, effectivement, 2 femmes pressenties dans les négociations dès l'entre-deux tours. Véronique Goukassov est réélue sur le canton d'Angers 6. Elle a finalement décliné la présidence. C'est donc l'élue choltaise d'hiver droite de 42 ans, Florence Dabin, reconduite hier soir également, qui doit reprendre en toute logique la place de Christian Gillet. Déjà en 2019, l'adjointe à la mairie de Cholet faisait figure de favorite lorsque le président sortant avait songé quitter son fauteuil. La confirmation sera annoncée ici, derrière moi, à l'hôtel du département, jeudi, lors de la session d'investiture. Merci beaucoup Éric, depuis le Maine-et-Loire. On s'intéresse à présent à la Vendée. Et là, c'est très simple. Regardez ce graphique. Il n'y a que du bleu. Un seul canton était à gauche jusqu'à hier soir. Il a basculé. Bonjour Fanny Borius, on vous retrouve en duplex de La Roche-sur-Yon. La droite, on peut le dire, a réalisé le grand chelem au second tour hier en Vendée.
Bonjour Virginie, et oui, une assemblée départementale de Vendée tout en bleu depuis hier soir. La gauche a finalement perdu le seul canton qui résistait à la droite depuis 2008. Le binôme mené par la candidate socialiste Sylviane Bulteau n'a pu faire mieux que 47,5% des voix contre 52,5% par le binôme mené par Luc Boire. 508 voix d'écart entre les deux formations politiques qui font basculer le département. Il n'y aura donc plus d'opposition à gauche, au moins pour les 6 ans à venir. Et ce n'est pas un cas unique en France. D'autres départements sont dans le même cas depuis hier soir. Par exemple, en Haute-Marne, un département où tous les cantons sont également à droite. Un canton est même tombé aux mains du Rassemblement national. Un autre département, c'est celui du Rhône, où là aussi, la gauche a perdu le seul canton qu'elle détenait encore avant ces élections. Plus d'opposition à gauche non plus dans le Rhône. Vous le voyez, un cas qui n'est pas unique en Vendée. Hier soir, Luc Boire nous disait qu'il n'était pas inquiet, lui, par le cumul des mandats. Lui qui est aussi maire de la ville, qui est parvenu à faire basculer ce canton de gauche, se dit prêt à assumer son rôle de conseiller départemental auprès de son binôme, Christine Rambaud-Bossard. Reste maintenant l'élection à la présidence du département. 2 candidats pour remplacer Yves Vinet qui laisse son fauteuil. Maxence de Rugy, parmi les candidats, Maxence de Rugy qui a été élu hier dans son canton de Talmont-Saint-Hilaire, et Alain Leboeuf, également largement élu et réélu hier à Aisnay. Tous les deux sont donc candidats avec une marge d'avance pour Alain Leboeuf, qui, de par son expérience, devrait être élu jeudi prochain nouveau président de la Vendée. Merci beaucoup Fanny Borjus en direct du département, du conseil départemental de la Vendée. Donc sans opposition, fait rare mais pas unique en France. La Mayenne reste aussi à droite. Son président sortant, Olivier Ruchou, UDI, est réélu à plus de 66% sur son canton de Saint-Berthevin. Il reste donc à la tête du département, mais il aura, on le voit, une opposition plus forte. 10 sièges pour la gauche qui détient désormais 5 cantons et profite de la dynamique des élections municipales en s'imposant notamment à Laval sur les 3 cantons et à Mayenne. En Sarthe, la gauche espérait, sans trop y croire, faire peut-être basculer le département. Non seulement ce n'est pas arrivé, mais la majorité sortante de droite sort même renforcée de ces élections. Elle gagne un canton supplémentaire et dispose donc d'une majorité de 14 cantons sur 21. Dominique Leménaire sera élu pour un second mandat jeudi prochain. Ce que l'on constate en fait quand on fait le tour et de la région et des départements, Arnaud Leclerc, c'est que la prime au sortant, même s'il ne se représente pas, le président sortant, elle est énorme et qu'elle a vraiment joué partout. Oui, ce n'est pas illogique. Rappelons que la participation est faible. Ce sont des personnes plutôt très politisées qui viennent voter. Et finalement, ils ont voté pour les forces en place qu'ils identifient, pour l'action qu'ils connaissaient un peu partout, en amplifiant les scores qu'il y avait eu en 2015 presque partout. Donc pas de surprise en fait à attendre. On en attendait peu et il n'y en a pas eu beaucoup finalement, même au régional en fait. Où on s'attendait à un score beaucoup plus serré. Et ça n'a pas été le cas. Merci beaucoup à l'un et à l'autre. C'est bientôt la fin de cette édition. Vous pourrez suivre bien sûr dans quelques minutes votre édition nationale qui reviendra sur les scores dans les autres régions. L'ensemble des réactions, des résultats sur les Pays de la Loire, mais aussi sur chacun des cantons de notre région. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site internet pdl.france3.fr. Et puis n'oubliez pas notre playlist YouTube avec un retour sur notre soirée électorale en intégralité, mais aussi sur ses temps forts.